La ferme a toujours porté des secrets. Ils étaient enfouis profondément sous des décennies de neige, de silence et de routine soigneusement maintenue, une couche si épaisse que personne ne se posait de questions sur ce qui se cachait là-dessous. Pendant des générations, la terre a été traitée à la fois comme un refuge et un héritage, un lieu où la survie exigeait l'unité et où le passé était rarement évoqué à voix haute. Mais lorsque Bonnie Kilcher est tombée sur quelque chose qui avait été caché à la vue de tous, la découverte n'a pas seulement perturbé son sentiment de paix, elle a menacé de déchirer tout ce que la famille croyait à propos d'elle-même. Ce qu'elle a trouvé a changé le sens de la ferme pour toujours, et une fois que la vérité s'est révélée, il n'y a pas eu de retour en arrière. Ce matin-là commença comme d'innombrables autres avant lui. Bonnie se leva avant l'aube, se déplaçant tranquillement dans le froid, comme elle le faisait toujours, son corps étant déjà conditionné aux rythmes impitoyables de la vie dans la nature sauvage de l'Alaska. Il y avait des animaux à nourrir, des corvées, à terminer, des préparatifs à faire pour une autre journée exigeante. Le gel s'accrochait à chaque surface, recouvrant le monde d'une immobilité fragile, et chaque respiration qu'elle prenait formait des nuages pâles dans l'air alors qu'elle traversait la propriété. Rien ne semblait inhabituel. Tout suivait le schéma familier et réconfortant sur lequel elle comptait, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Elle s'était enfin décidée à trier les vieux conteneurs de stockage dans la grange, une tâche qu'elle avait reportée depuis des mois. La grange sentait la poussière, le bois vieilli et le temps lui-même. Alors qu'elle déplaçait des boîtes et des outils rouillés, sa main gantée frôla quelque chose qui n'avait rien à faire là. Quelque chose de plus doux, de plus caché. Derrière des piles de matériel vieux de plusieurs décennies et de fournitures oubliées se trouvait une sacoche en cuir usé. Sa surface était craquelée, ses bords lissés par l'âge et la manipulation. Bonnie s'est figée. Elle ne la reconnaissait pas. Elle connaissait intimement le contenu de cette grange, chaque outil et chaque caisse ayant été répertoriée par des années de travail. Cette sacoche n'appartenait à aucun des souvenirs qu'elle portait. Et pourtant, elle avait manifestement été placée là de façon délibérée. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle le dégagea. Le poids de l'objet lui semblait anormal, plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvaient des documents, des lettres manuscrites, des photographies délavées, des morceaux d'une histoire qu'on ne lui avait jamais racontée. Les noms sautèrent de la page. Les dates se heurtaient à tout ce qu'elle croyait savoir. Son cœur commença à s'emballer tandis que l'écriture familière la fixait sans équivoque et profondément troublante. C'était trop familier. Cette constatation lui donna un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid qui s'infiltrait à travers les murs de la grange. Il ne s'agissait pas de souvenirs oubliés ou d'histoires de famille inoffensives. C'était une preuve. La preuve de décisions prises discrètement, délibérément et cachées. Des vérités qui avaient été enterrées non pas par le temps, mais par choix. Page après page, elle découvrait un passé qui avait été soigneusement réécrit, non pas pour le préserver, mais pour le protéger, de quelqu'un ou de quelque chose. Les mains de Bonnie tremblent tandis qu'elle fouille dans le contenu, chaque document étant plus lourd que le précédent. Les questions affluent dans son esprit plus vite qu'elle ne peut les contenir. Qui était au courant de cela? Depuis combien de temps était-ce caché? Et le plus effrayant de tout, qu'est-ce qu'on lui avait caché d'autre? Le crissement des pas dans la neige à l'extérieur de la grange la ramena au présent. La panique la submergea. Elle remit les documents dans la sacoche, les gestes frénétiques, et l'enfouit sous une pile de sacs en toile de jute. Son cœur battait violemment contre ses côtes, tandis qu'elle reculait, se forçant à respirer. Personne ne devait savoir, pas encore, pas avant qu'elle ne comprenne à quoi elle avait affaire. Lorsqu'Atsley apparut dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'inquiétude due aux années passées à affronter la terre, Bonnie força un sourire qui lui semblait étranger. Elle lui dit qu'elle ne faisait que s'organiser, préparer les choses pour l'hiver. Les mots sonnaient faux, alors même qu'elle les prononçait. Il hocha la tête apparemment satisfait, mais elle perçut l'hésitation dans ses yeux. Il la connaissait trop bien. Il savait toujours quand quelque chose ne tournait pas rond. Alors qu'il se retournait pour partir, Bonnie sentit la sacoche cachée brûler sous la toile de jute comme un tison. La découverte l'avait déjà changée. Elle pouvait la sentir serrer sa poitrine, aiguiser ses pensées, empoisonner la sécurité qu'elle ressentait autrefois face à des visages familiers. La propriété familiale, son sanctuaire, son héritage, son monde entier,
lui semblait soudain inconnu, presque hostile. Elle ne savait plus à qui elle pouvait confier la vérité, ni même si elle pouvait faire confiance à qui que ce soit. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard de normalité forcée. Bonnie accomplissait ses tâches en pilotage automatique, nourrissant les poulets, coupant le bois de chauffage, préparant le repas du soir. Ses mains savaient ce qu'il fallait faire, même si son esprit partait en vrille, piégé dans le labyrinthe des révélations cachées dans cette sacoche en cuir. Chaque conversation lui semblait chargée, chaque regard suspect. Chaque fois que quelqu'un lui parlait, une partie d'elle se demandait s'il savait ou s'il l'avait toujours su. Cette nuit-là, après que le silence se soit installé dans la ferme et que chacun se soit retiré dans sa cabane, Bonnie resta éveillée dans l'obscurité, écoutant les grincements et les gémissements familiers de la structure qui l'entourait. Lorsqu'elle fut certaine que les autres étaient endormis, elle récupéra la sacoche sous une planche mal fixée où elle l'avait cachée et en étala le contenu sur son lit à la faible lueur d'une lampe. Le premier document qu'elle étudie de près est une lettre datée de 1998, l'écriture est celle d'un membre de la famille décédé des années auparavant. La lettre détaille des arrangements financiers qui n'ont jamais été divulgués, transactions foncières, partenariats secrets avec des étrangers, argent censé avoir été perdu mais qui a été redirigé ailleurs. Le ton est décontracté, presque routinier, comme si la tromperie était devenue une seconde nature. Les références à garder les autres dans l'ignorance et maintenir l'histoire sur laquelle nous nous étions mis d'accord ont retourné l'estomac de Bonnie. Il ne s'agissait pas d'une seule erreur de jugement, mais d'un schéma à long terme. La conspiration allait bien au-delà de l'argent. Il s'agissait de contrôler, de façonner le récit de l'héritage Kilcher au profit de quelques privilégiés, tandis que les autres luttaient inconscients de ce qu'on leur avait pris. Elle est passée aux photographies, des images de réunions de famille dont on ne lui avait jamais parlé, prises dans des endroits qu'elle ne reconnaissait pas. Des visages censés avoir été éloignés pendant ces années apparaissaient souriants, détendus à côté de parents qui avaient affirmé qu'il n'y avait eu aucun contact. Les mensonges n'étaient pas simples. Ils étaient stratifiés, soigneusement construits, s'étalant sur des décennies. Une photo lui coupa le souffle. Elle montrait une version plus jeune d'une personne en qui elle avait une confiance absolue, debout à côté d'un homme dont la présence sur la propriété avait toujours été considérée comme brève et insignifiante. Mais la proximité dans ce moment figé racontait une autre histoire, celle de secrets partagés, d'une connexion profonde et d'un lien bien plus fort que ce qu'elle avait été amenée à croire. Bonnie pressa sa paume contre sa poitrine, essayant de ralentir son cœur qui battait la chamade. Combien de conversations avaient été mises en scène à son profit? Combien de vérités avaient été édulcorées, remodelées ou complètement effacées? Elle se tourne vers une pile de documents juridiques. Contrats, accords, transferts de droits de propriété. Au fil de sa lecture, un schéma inquiétant se dessine. Des portions de la propriété familiale qui auraient dû être divisées équitablement ont été regroupées sous le contrôle de quelques individus seulement. Les documents sont officiels, signés et notariés, mais les circonstances qui entourent ces décisions suscitent l'inquiétude partout où elle regarde. Des réunions auxquelles elle n'a jamais été invitée, des décisions prises sans consultation, des avenirs décidés derrière des portes closes. Son propre nom apparaît sur plusieurs documents, mais les signatures en dessous lui glacent le sang. Elle est presque certaine de ne les avoir jamais signés. Sa signature a-t-elle été falsifiée ? Ou a-t-elle été manipulée pour signer des documents sans en comprendre la véritable signification? Ses mains tremblent lorsqu'elle prend une autre lettre datée d'à peine 3 ans. Le contenu lui fait perdre toute couleur. Il décrit les plans de vente d'une partie de la propriété à des promoteurs, une décision qui dévasterait la terre que la famille s'est tant battue pour préserver. Pire encore, il détaille les stratégies pour distraire certains membres de la famille pendant que l'affaire est finalisée. Bonnie se figea sur son lit, le poids de la vérité pesant sur elle. La ferme avait toujours exigé de la force, mais maintenant elle exigeait tout autre chose. Le courage d'affronter un passé qui avait été délibérément caché et la détermination de décider de ce qui allait suivre, quel qu'en soit le prix. Cette vente n'avait jamais eu lieu, du moins pas à sa connaissance, mais le fait qu'il ait même été envisagé que des personnes qu'elle aimait ayant été prêtes à sacrifier l'héritage de la famille à des fins personnelles la laissait pantoise. Tout ce qu'elle avait cru au sujet de l'engagement des Kilcher à préserver leur héritage alaskien lui semblait soudain un beau mensonge, une histoire racontée
pour que certains restent dociles pendant que d'autres prenaient les vraies décisions. Elle pensait à toutes les fois où elle avait défendu les choix de la famille devant des personnes extérieures, à toutes les interviews où elle avait parlé avec passion de leur unité et de leurs valeurs partagées. N'avait-elle été qu'une idiote utile débitant la rhétorique qu'on lui avait servie alors que la vérité couvait sous la surface? Le pire était la solitude de la découverte. Bonnie ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était la seule à ne pas savoir que tous les autres avaient été dans le secret et qu'elle avait été délibérément maintenue dans l'ignorance. La paranoïa s'insinuait comme du givre, lui faisant remettre en question chaque interaction, chaque sourire, chaque réconfort qu'elle avait jamais reçu. Alors que l'aube approche et qu'une lumière pâle commence à filtrer à travers sa fenêtre, Bonnie rassemble soigneusement les documents et les remet dans la sacoche. Elle ne peut pas garder cela pour elle plus longtemps. Cette connaissance est toxique, elle empoisonne ses relations avec tous ceux qui l'entourent. Mais à qui peut-elle faire confiance avec un objet aussi explosif, qui dans la famille n'est pas potentiellement complice de la tromperie? La propriété se réveille autour d'elle, et Bonnie sait qu'elle va devoir affronter une autre journée, à prétendre que tout va bien. Mais sous son apparence calme, une tempête se prépare, une tempête qui va bientôt balayer la famille Kilcher avec une force dévastatrice. La fracture. Les 48 heures qui suivirent furent un exercice de torture psychologique. Bonnie se déplaçait dans la ferme comme un fantôme, observant tout le monde d'un œil nouveau, analysant chaque mot et chaque geste à la recherche d'une signification cachée. Les conversations décontractées, qui avaient été chaleureuses et familiales, semblaient désormais teintées de sous-entendus. Chaque rire lui paraissait forcé, chaque assurance lui semblait calculée. Elle se retrouvait à s'éloigner d'Audsley, créant une distance là où il y avait toujours eu une proximité. Lorsqu'il lui a demandé si quelque chose n'allait pas, elle s'est défilée en mentionnant vaguement le stress et la fatigue. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Mais l'alternative, lui dire ce qu'elle avait trouvé avant de l'avoir pleinement compris, lui semblait encore plus dangereuse. Et s'il était déjà au courant, et s'il était impliqué depuis le début, cette pensée la rendait malade, mais elle ne pouvait pas la rejeter. La confiance, une fois brisée, était presque impossible à rétablir, et même l'absence de preuves contre lui semblait être une mince protection contre la possibilité d'une trahison. Bonnie décida qu'elle avait besoin de se confier à quelqu'un, ne serait-ce que pour rester saine d'esprit. Elle a choisi Jane, la sœur d'Audsley, espérant que le point de vue d'une femme pourrait l'éclairer. Elles se sont rencontrées sous le prétexte de travailler aux préparatifs de l'hiver, transportant des fournitures dans l'un des hangars de stockage éloignés des cabanes principales. « Je dois te dire quelque chose », a dit Bonnie à voix basse, sa voix étant à peine audible à cause du vent qui sifflait à travers les fissures dans les murs du hangar. « Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi sur ce que tu sais. » L'expression de Jane est passée de la curiosité à la prudence. De quoi s'agit-il? Bonnie a sorti l'un des documents les moins préjudiciables, un accord de transfert de terre datant d'il y a 20 ans, qui montrait des irrégularités dans la façon dont la propriété avait été divisée. Elle observe attentivement le visage de Jane pendant qu'elle le lit, à la recherche d'un signe de reconnaissance, d'un signe qu'elle l'a déjà vu. Les sourcils de Jane se froncent. « Où as-tu trouvé ça caché dans la grange? Il y en a plus, beaucoup plus. » La voix de Bonnie se fissure légèrement. « Jane, j'ai besoin de savoir si tu étais au courant de tout cela. Les réunions secrètes, les arrangements financiers, les accords conclus derrière des portes closes. » Le silence qui a suivi semblait éternel. Jane a posé le document avec précaution, la mâchoire serrée. Je savais que certaines choses étaient cachées à certains membres de la famille. La confirmation a frappé Bonnie comme un coup physique. Et tu ne pensais pas que je méritais un nom? Ce n'était pas mon secret à révéler, dit Jane sur la défensive. J'ai été assermenté au silence par des gens en qui j'avais confiance, des gens qui disaient protéger les intérêts de la famille. Je n'étais pas d'accord avec ça, Bonnie, mais je ne pensais pas non plus avoir le droit de tout faire exploser unilatéralement. Protéger les intérêts de qui? La voix de Bonnie s'élève malgré ses efforts pour rester calme. Parce que de mon point de vue, il semble que quelques privilégiés protégeaient leur propre pouvoir, tandis que le reste d'entre nous était maintenu dans l'ignorance comme des enfants. Le visage de Jane rougit. Tu ne comprends pas tout le contexte. Il y avait des raisons. Alors explique-les-moi, interrompit Bonnie dont la frustration était à son comble. Faites-moi comprendre pourquoi on m'a menti pendant des années. Faites-moi comprendre pourquoi ma signature apparaît sur des documents que je ne me souviens pas avoir signés.
Faites-moi comprendre pourquoi des terres qui devraient nous appartenir à tous ont été tranquillement consolidées sous le contrôle de quelques personnes seulement. La confrontation attire l'attention. Par la porte ouverte de la remise, Bonnie voit Hatz s'approcher, le visage empreint d'inquiétude. Derrière lui, elle aperçoit Avon et Yves, dont la conversation s'éteint au fur et à mesure qu'ils perçoivent la tension qui émane de la remise. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hatz en entrant. Ses yeux allaient de Bonnie à Jane et vice-versa, lisant le conflit dans leur posture. Bonnie prit une décision en une fraction de seconde. Le secret était trop lourd pour être contenu plus longtemps. Et si la famille devait se fracturer à cause de cela, et elle en était de plus en plus certaine, il valait mieux contrôler le récit plutôt que de le laisser exploser de lui-même. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle d'une voix plus ferme maintenant. Des documents qui montrent que cette famille a caché des secrets énormes à certains de ses membres. Des transactions financières, des transferts de terres, des décisions prises sans consultation adéquate. Et Jane vient d'admettre qu'elle était au courant d'au moins une partie de tout cela. Le visage de Jane est devenu pâle. « Bonnie, tu ne peux pas quoi ? Dire la vérité. » Bonnie a sorti la sacoche et en a jeté le contenu sur un établi. « Ici. Voici votre précieux héritage familial des lettres expliquant comment certaines personnes devaient être tenues à l'écart des vraies décisions. Des photographies prouvant que les liens familiaux dont on nous disait qu'ils n'existaient pas prospéraient en réalité dans le secret. Des documents juridiques montrant des transferts de propriété qui n'ont jamais été correctement divulgués. » Evan était maintenant entré dans la remise Eve, le suivant de près. Il prit une des lettres, son expression s'assombrissant à chaque ligne qu'il lisait. « Papa était au courant, dit-il à voix basse. C'est son écriture dans les marges. » Cette révélation a fait l'effet d'une onde de choc dans le petit groupe. Otto Kilcher, le patriarche de la famille, avait été impliqué dans la tromperie. L'homme qu'ils avaient tous admiré, celui qui avait prêché l'honnêteté et l'intégrité, avait fait partie d'une conspiration visant à maintenir les membres de sa propre famille dans l'ignorance. « Il doit y avoir une explication, dit Eve, mais sa voix manquait de conviction. Peut-être y avait-il des raisons que nous ne comprenons pas encore. Arrêtez de trouver des excuses. La patience de Bonnie a pris fin. J'en ai assez que tout le monde dans cette famille agisse comme si la tromperie était acceptable tant qu'elle est faite avec de bonnes intentions. Il ne s'agit pas de protéger qui que ce soit, mais de contrôler. Il s'agit pour quelques personnes de décider qu'elles savent mieux que le reste d'entre nous ce que nous méritons de savoir sur notre propre héritage. » ATS lui tendit le bras, mais elle se dégagea. Savais-tu qu'elle demandait à ses yeux de fouiller son visage? Faisais-tu partie de tout cela aussi? La douleur qui traversait ses traits semblait sincère. Mais Bonnie n'avait plus confiance en sa capacité à lire avec précision les membres de cette famille. « Non, dit-il avec fermeté. Je te jure, Bonnie, je n'avais aucune idée de tout cela. Et je suis censé te croire après tout. » Elle fit un geste vers les documents éparpillés. « Comment puis-je encore faire confiance à quelqu'un quand les gens que j'ai passé des années à défendre m'ont menti en face ?» Jane fit un pas en avant, sa propre colère s'élevant maintenant pour rencontrer celle de Bonnie. « Vous voulez parler de confiance. Vous avez fouillé dans des documents familiaux privés sans en discuter avec qui que ce soit. Vous avez enquêté sur nous comme si nous étions des criminels, parce que vous avez agi comme des criminels, a répliqué Bonnie. Cacher des preuves, falsifier des signatures, conclure des accords dans le dos des gens. Comment appelleriez-vous cela ?» La dispute s'est intensifiée, les voix s'élevant et se chevauchant jusqu'à ce que la petite cabane semble sur le point d'éclater, sous la pression de la rage et de la trahison accumulée. Ivan a essayé de jouer les pacificateurs, mais même lui ne pouvait nier la nature accablante de ce que Bonnie avait découvert. La famille se fracturait en temps réel, les anciennes alliances s'effritant à mesure que de nouveaux soupçons s'enracinaient. Charlotte est apparue dans l'embrasure de la porte attirée par l'agitation et son arrivée n'a fait qu'intensifier le chaos. Elle avait été mariée à Otto, avait vécu les années où beaucoup de ses décisions ont été prises. Les questions se sont tournées vers elle comme un projecteur exigeant des réponses qu'elle semblait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir fournir. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la ferme, la famille Kilcher se tenait divisée dans cet entrepôt frigorifique, le poids des vérités cachées, les forçant enfin à affronter le fossé entre l'image qu'ils avaient projetée au monde et la réalité désordonnée et compliquée de ce qu'ils étaient réellement. Et Bonnie, se tenant au centre de la tempête qu'elle avait déclenchée, réalisa qu'il n'y avait pas de chemin à suivre qui n'impliquait pas de douleur. Le sommeil devint impossible.
Bonnie a passé les 3 nuits suivantes à examiner chaque document, chaque photographie, chaque élément de preuve qu'elle avait trouvé en essayant de reconstituer une chronologie qui ait un sens. La confrontation dans le hangar s'était terminée sans solution, les membres de la famille s'étant dispersés dans différentes directions, chacun se retirant pour traiter les révélations à sa manière. Mais pour Bonnie, il ne pouvait pas y avoir de retraite. Elle avait besoin de réponses, et si personne n'était disposé à les lui fournir, elle allait les déterrer elle-même. Elle a commencé par les documents les plus anciens retraçant l'histoire financière de la famille à travers des décennies de transactions soigneusement enregistrées. Ce qui est apparu, c'est un modèle de prise de décision qui favorisait certaines branches de l'arbre généalogique tout en marginalisant systématiquement d'autres. La signature d'Otto apparaît à plusieurs reprises sur des accords qui consolident le pouvoir et les ressources, toujours avec la même justification notée dans les marges pour le bien de la propriété. Mais quelle est la définition du bien, se demande Bonnie avec amertume. Certainement pas une définition qui inclut la transparence ou un droit de regard égal sur l'avenir de la famille. Elle y a trouvé les archives d'un conflit de propriété datant du début des années 2000 qui avait failli déchirer la famille. Selon l'histoire officielle qu'on lui avait toujours racontée, le conflit avait été résolu à l'amiable grâce à des discussions ouvertes et à des compromis. Mais les documents racontaient une autre histoire, celle de négociations en coulisses, de tactiques de pression et de menaces d'exclure complètement certains membres de la famille s'ils n'entraient pas dans le rang. Le compromis était loin d'être mutuel. Il s'agissait d'une capitulation soigneusement orchestrée déguisée en consensus. Un nom revenait sans cesse dans les documents, celui de Levi Kilcher, le frère d'Otto, qui avait quitté l'Alaska il y a des années, dans des circonstances qui avaient toujours été décrites vaguement comme des différends personnels. Bonnie ne l'avait rencontré qu'une poignée de fois, toujours lors de réunions qui semblaient tendues et maladroites. Elle comprenait maintenant pourquoi. Levi n'était pas parti à cause de divergences personnelles. Il avait été chassé après avoir découvert certaines des mêmes vérités que Bonnie découvrait maintenant. Il y avait une lettre de Levi datée de 2009, qui suppliait Otto de reconsidérer ce qu'il faisait. « Tu es en train de détruire ce que papa a construit », disait-elle. Il voulait que cette terre nous appartienne à tous de manière égale, et non qu'elle soit contrôlée par quiconque est prêt à jouer des jeux politiques et à poignarder sa propre famille dans le dos. Ce que vous faites n'est pas de la protection, c'est de la trahison. La réponse d'Otto, découpée sur la même page, était froide et dédaigneuse. Le Homestead a besoin d'un leadership fort, pas de fantasmes idéalistes sur l'égalité. Certains d'entre nous sont mieux équipés pour prendre des décisions difficiles. Si vous ne pouvez pas l'accepter, il est peut-être préférable pour tout le monde que vous construisiez votre vie ailleurs. Les mains de Bonnie tremblent à la lecture de l'échange. Ce n'est pas l'Otto qu'elle croyait connaître, le patriarche sage qui valorise la famille par-dessus tout. C'est quelqu'un qui est prêt à exiler son propre frère pour garder le contrôle. Combien d'autres personnes ont été mises à l'écart parce qu'elles ont posé les mauvaises questions ou contesté les mauvaises décisions? Elle a décidé de contacter Levi en recherchant ses coordonnées dans de vieux dossiers familiaux. L'appel téléphonique a d'abord été gênant. Il ne s'attendait manifestement pas à entendre parler d'elle. Mais lorsqu'elle lui a expliqué ce qu'elle avait trouvé, son ton est passé de la méfiance à la justification. « J'ai essayé d'avertir les gens », a-t-il dit, la voix lourde d'un vieux chagrin. « J'ai essayé de leur dire ce qui se passait, mais Otto avait déjà empoisonné le puits. Il m'a fait passer pour le trouble-fête, l'ingrat, qui ne savait pas apprécier tout ce que la famille avait construit. Quand je suis parti, la moitié de la famille croyait que c'était moi le problème. « Raconte-moi tout », a insisté Bonnie. « J'ai besoin de comprendre à quel point cela va loin. » Le récit de Levi brosse le tableau d'une manipulation systématique qui remonte à la fondation de la propriété elle-même. Jules Kilcher, le patriarche de la famille, avait en effet l'intention de partager la terre de manière égale entre ses descendants. Mais après sa mort, Otto a progressivement consolidé son contrôle, utilisant une combinaison de manœuvres juridiques et de manipulations émotionnelles pour se positionner comme l'autorité ultime sur toutes les questions liées à la propriété. Il montait les membres de la famille les uns contre les autres, a expliqué Levi, disant à une personne que l'autre essayait de la miner, puis se positionner comme le seul à pouvoir maintenir la paix. Quiconque était trop près de comprendre ce qu'il faisait se retrouvait soudainement à l'extérieur, étiqueté comme un diviseur ou un instable. La tactique lui semblait étrangement familière. Bonnie pensa à la façon dont on l'avait encouragé à s'éloigner de certains membres de sa famille au fil des ans, toujours avec de vagues avertissements sur leur personnalité difficile ou leur jugement peu fiable. Ces avertissements
avaient-ils été conçus pour l'empêcher de former des alliances avec des personnes qui auraient pu partager ce qu'elle savait? Lévy mentionna des documents qu'il avait conservé des copies d'accords et de correspondances qu'Otto avait insisté pour qu'ils soient détruits. « Je savais qu'un jour, la vérité compterait », a-t-il dit. « Je n'aurais jamais pensé que je vivrais assez longtemps pour voir quelqu'un d'autre poser enfin les bonnes questions. » Il a promis de lui envoyer des copies de tout ce qu'il avait, et fidèle à sa parole, une épaisse enveloppe est arrivée à la ferme 3 jours plus tard. Bonnie l'a récupérée dans le courrier, avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'intercepter, son cœur battant la chamade alors qu'elle le ramenait dans l'intimité de sa cabine. À l'intérieur se trouvaient des bombes des états financiers montrant que l'argent de l'émission télévisée qui était censé profiter à toute la famille avait été canalisé principalement vers Otto et quelques autres personnes triées sur le volet. Des contrats qui avaient été modifiés après la signature avec des clauses ajoutées qui changeaient les termes de façon radicale. Correspondance avec des avocats discutant de stratégies visant à minimiser les prétentions de certains membres de la famille sur la propriété. Il existe également un journal écrit de la main de Yule, découverte après sa mort, mais apparemment supprimé par Otto. Yule y exprime ses profondes inquiétudes quant aux tendances autoritaires de son fils aîné et à ses tentatives de dominer les décisions de la famille. Otto croit que la force est synonyme de contrôle, peut-on lire, mais la vraie force est de faire confiance à sa famille pour faire des choix ensemble, même quand c'est désordonné et compliqué. Je crains qu'il n'essaie d'imposer l'ordre là où la croissance organique devrait s'épanouir. La prophétie s'est réalisée avec une précision dévastatrice. Bonnie a également trouvé des références à sa propre situation des notes, indiquant que certains membres de la famille s'étaient inquiétés de ce qu'on lui disait, Otto arguant qu'elle était trop émotive pour s'occuper d'affaires familiales compliquées. La condescendance a piqué, mais elle a aussi clarifié quelque chose d'important. Son exclusion n'avait pas été accidentelle ou protectrice. C'était délibéré, destiné à la garder docile et non informée. Alors qu'elle absorbait toutes ces nouvelles informations, une image plus claire de la façon dont la ferme familiale avait fonctionné pendant des décennies est apparue. Ce n'était pas le partenariat familial égalitaire dépeint à la télévision et dans les interviews. Il s'agissait d'une hiérarchie soigneusement maintenue grâce au contrôle de l'information et à la gestion stratégique des relations. Ceux qui se trouvaient au sommet bénéficiaient d'avantages considérables, tandis que ceux qui se trouvaient au bas de l'échelle étaient nourris d'une histoire de sacrifice et de lutte commune, qui justifiait leur position inférieure. Cette révélation a transformé la façon dont Bonnie percevait tout ce qui se passait autour d'elle. Les cabanes, qui avaient semblé charmantes, ressemblaient désormais à des symboles de distribution inégale des ressources. Les réunions de famille, qui avaient semblé inclusives, ressemblaient désormais à du théâtre conçu pour créer l'illusion de la démocratie, alors que les vraies décisions étaient prises ailleurs. Même le spectacle lui-même, la chose qui leur avait apporté la célébrité et la stabilité financière, avait été instrumentalisé pour maintenir les structures de pouvoir existantes plutôt que de profiter réellement à tous de manière égale. Elle a pensé à tous les jeunes de la famille, à la prochaine génération qui a été élevée avec des histoires de culture d'unité et de valeur. Qu'est-ce que cela leur ferait d'apprendre que tant de choses ont été interprétées? Que les adultes en qui ils avaient confiance avaient construit leur héritage sur des secrets et une honnêteté sélective. Le poids de ce qu'elle savait maintenant lui semblait écrasant. Il ne s'agissait pas seulement de corriger des erreurs historiques ou d'exiger des comptes. Il s'agissait de décider si la famille pouvait survivre à la vérité et dans l'affirmative, quelle forme prendrait cette survie. Bonnie a regardé par la fenêtre la ferme qui s'étendait devant elle, la terre que sa famille travaillait depuis des générations. Elle était belle indéniablement, mais cette beauté se sentait maintenant entachée par la connaissance de ce qu'elle avait coûté non seulement en travail acharné et en sacrifice, mais aussi en confiance brisée et en relations trahies. La question n'est pas de savoir s'il faut à nouveau affronter la famille, c'est inévitable. La question est de savoir si l'on peut sauver quelque chose des ruines de ce qu'ils ont construit sur les fondations de la tromperie. La confrontation. Bonnie a convoqué une réunion de famille, insistant pour que tout le monde y assiste. Pas d'excuses, pas d'exception. Le message qu'elle envoyait était suffisamment clair pour que même ceux qui l'évitaient depuis l'incident du hangar comprennent que ce n'était pas facultatif. Ils se sont rassemblés dans la cabane principale par un après-midi gris, la tension étant suffisamment forte pour qu'ils s'étouffent.
Otto est arrivé en dernier, son visage usé n'étant pas lisible. Il prit sa place habituelle en bout de table, une position qui ressemblait moins à un respect mérité qu'à une domination assumée. Charlotte s'assit à côté de lui, les yeux baissés, refusant de croiser le regard de Bonnie. Les autres se disposèrent autour de la pièce. Hatsley près de Bonnie en signe de soutien. Jane près de la porte comme si elle envisageait de s'enfuir, Avon et Yves positionnés de manière neutre au milieu. J'ai passé la semaine dernière à fouiller dans l'histoire de notre famille, commence Bonnie, la voix ferme malgré les tremblements de ses mains. Ce que j'ai trouvé, c'est un schéma de tromperie qui remonte à des décennies, et je pense qu'il est temps que tout le monde entende la vérité, qu'il le veuille ou non. Elle exposa systématiquement les preuves, les transferts de terres qui n'avaient jamais été correctement divulgués, les arrangements financiers qui profitaient à certains membres de la famille, tout en laissant d'autres en difficulté, la façon dont les voix dissidentes avaient été réduites au silence ou complètement écartées. Elle lut des passages de la lettre de Levy du journal de Yule, des documents juridiques qui montraient à quel point la consolidation du pouvoir avait été calculée. Otto resta silencieux pendant tout ce temps, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Lorsque Bonnie s'est enfin arrêtée, il a parlé d'une voix qui portait des décennies d'autorité. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Ces décisions ont été prises pour protéger cette propriété, pour l'empêcher d'être découpée et détruite par des gens qui ne comprenaient pas ce que nous étions en train de construire. Protéger de qui, demande Bonnie? De ta propre famille, des gens qui ont autant le droit que toi de décider de son avenir. Du chaos, répond Otto, des discussions sans fin et de la paralysie. Quelqu'un devait faire des choix difficiles, et j'ai pris les devants quand personne d'autre ne le voulait. Vous pouvez me juger autant que vous voulez, mais ce domaine est toujours debout grâce aux décisions que j'ai prises. À quel prix la voix de Bonnie s'est légèrement brisée. Vous avez chassé votre propre frère. Vous avez manipulé les membres de votre famille pour qu'ils renoncent à leurs droits. Vous avez créé un système dans lequel le fait de vous remettre en question signifiait que l'on vous qualifiait de diviseur ou d'instable. Ce n'est pas du leadership, Otto, c'est de la tyrannie déguisée en protection. Charlotte prend enfin la parole, sa voix dépassant à peine un murmure. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux. Les temps étaient durs et Otto pensait qu'il était nécessaire d'avoir un pouvoir décisionnel central fort. On ne peut pas faire ce choix pour tous les autres. La frustration de Bonnie éclate. Tu n'as pas à décider que certains membres de la famille méritent la vérité tandis que d'autres méritent des mensonges confortables. Ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la confiance. Hatsley se lève et pose une main sur l'épaule de Bonnie. Elle a raison, papa. J'ai parcouru certains de ces documents moi-même et ce que je vois est assez accablant. Comment avez-vous pu nous cacher cela? Comment avez-vous pu nous laisser croire que nous étions tous des partenaires égaux dans cette affaire alors que vous aviez tout truqué en votre faveur depuis le début? J'ai fait ce que j'avais à faire, répéta Otto, mais sa voix n'avait plus sa certitude d'antan. La propriété avait besoin de stabilité. Ce qu'il fallait, c'était de l'honnêteté, a ajouté Yvain. Je vois ici des contrats qui montrent que l'argent du spectacle est distribué de manière inégale sans explication pour ceux qui ont reçu moins. Je vois des partages de propriétés qui vont à l'encontre de ce que voulait grand-père Hywel. Comment justifiez-vous cela? Les voix se chevauchent, les accusations fusent de toutes parts. Jane tente de défendre les anciennes décisions, arguant que le contexte compte, qu'on ne peut juger les actions passées à l'aune du présent. Eve rétorque que l'honnêteté et l'équité ne sont pas des valeurs qui dépendent du temps. La discussion s'envenime, des années de ressentiments refoulés et de questions non posées trouvent enfin à s'exprimer. Otto se lève brusquement sa chaise, raclant bruyamment le sol en bois. Je ne vais pas rester là à me faire attaquer par des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour tenir quelque chose comme ça. Tu veux tout démolir parce que tu es blessé. Très bien. Tu verras si cet endroit survit bien sans la structure que j'ai construite. Il se dirigea vers la porte, mais les mots de Bonnie l'arrêtèrent. Tu n'as pas le droit de t'en aller comme ça. Pas cette fois. Trop de gens t'ont laissé éviter de rendre des comptes parce que c'était plus facile que de te combattre. Mais je ne vais pas faire ça. Aucun d'entre nous ne devrait le faire. Otto se retourna et pour la première fois, Bonnie vit quelque chose se fissurer dans sa façade. Pas tout à fait du remords, mais peut-être le début d'une reconnaissance que son contrôle était finalement en train d'échapper. « Qu'attends-tu de moi ?» demanda-t-il, sa voix semblant soudain fatiguée et vieille. « La vérité, répondit Bonnie simplement. Toute la vérité. Et ensuite nous trouverons comment avancer ensemble comme une vraie famille et non comme des sujets dans votre royaume. » Le silence qui a suivi était différent du silence tendu qui avait ouvert la réunion.
C'était le silence de la possibilité d'une famille qui se trouve à la croisée des chemins, forcée de choisir entre la fiction confortable et l'honnêteté douloureuse. Le choix qu'ils feront déterminera tout ce qui suivra. Une nouvelle réalité. Les jours qui suivent que la confrontation se déroulent avec une lenteur angoissante. Otto avait accepté bien qu'à contre-cœur une divulgation complète. Mais le processus de mise en œuvre de cette promesse s'est avéré plus compliqué que prévu. Des décennies de secrets ne pouvaient pas être dévoilés en une seule conversation. Et chaque nouvelle révélation apporte son lot de blessures et de récriminations. Bonnie se retrouve dans une position inattendue de leader. Elle n'a jamais cherché le pouvoir au sein de la structure familiale, n'a jamais voulu être celle qui prend les décisions pour les autres. Mais sa volonté d'affronter des vérités gênantes lui a valu une crédibilité que même les défenseurs les plus acharnés d'Otto n'ont pu rejeter. Des membres de sa famille, qui avaient auparavant gardé leur distance, ont commencé à la solliciter, partageant leurs propres expériences de marginalisation ou de manipulation. L'ampleur de la tromperie était encore plus grande qu'elle ne l'avait réalisée au départ. Les jeunes membres de la famille ont découvert que les opportunités qui leur avaient été refusées, celles de s'impliquer davantage dans la gestion du domaine ou dans les décisions relatives à la production télévisuelle, avaient été bloquées, non pas parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais parce que leur plus grande implication aurait menacé la dynamique de pouvoir existante. La prise de conscience que leur croissance avait été freinée pour maintenir le contrôle de quelqu'un d'autre a déclenché une nouvelle génération de colère. Lévi est retourné en Alaska pour la première fois depuis plus d'une décennie, sa présence étant un rappel vivant du coup de la remise en cause de l'ordre établi. Ses retrouvailles avec Otto étaient guindées et douloureuses. Deux frères qui avaient été proches, séparés par des années d'amertume et de trahison. Mais il y avait aussi quelque chose de timidement optimiste à les voir s'asseoir l'un en face de l'autre, ayant enfin des conversations qui auraient dû avoir lieu il y a des années. La famille a entamé le douloureux travail de restructuration de ces accords. Les documents juridiques ont été révisés pour garantir une répartition égale des ressources et du pouvoir de décision. Les contrats de télévision ont été renégociés pour refléter un véritable partenariat plutôt qu'un contrôle hiérarchique. C'était un travail désordonné et épuisant, compliqué par le fait que tout le monde n'était pas d'accord sur ce qu'était l'équité après tant d'années de déséquilibre. Certaines relations se sont avérées impossibles à sauver. Jane, qui avait été au courant des tromperies et avait gardé le silence, s'est retrouvée isolée des membres de sa famille qui estimaient que sa complicité était impardonnable. Elle a fait le calcul que la préservation de sa propre position valait le coût de l'ignorance des autres, et ce choix a eu des conséquences qu'elle n'avait pas entièrement anticipées. Ces tentatives de réconciliation ont été accueillies par une politesse froide plutôt que par un véritable pardon. Charlotte s'est débattue dans la culpabilité déchirée entre la loyauté envers Otto et la vérité qu'elle avait permis de faire du mal. Pour Bonnie et Hotsley, la crise a été synonyme de distance et d'intimité. Son innocence a été prouvée, les loyautés ont été clarifiées, et tous deux ont été contraints d'accepter que la famille était fausse. La propriété semblait inchangée, mais sa signification avait changé. Ce n'était plus un héritage immaculé, c'était un lieu de sacrifice et de tromperie entremêlés. Bonnie a regardé le coucher de soleil, sachant que la vérité avait fracturé la confiance tout en les libérant. L'avenir était incertain, collectif, désordonné mais honnête. Après tout, l'honnêteté était le fondement qui valait la peine d'être conservé. La ferme est toujours là, mais la famille qui l'habite a été transformée à jamais. La découverte de Bonnie n'a pas seulement changé les relations individuelles, elle a fondamentalement modifié l'héritage Kilcher lui-même. Certaines blessures ne guériront peut-être jamais complètement, mais la vérité aussi douloureuse soit-elle les a finalement libérés pour construire quelque chose d'authentique sur les cendres de ce qui a été perdu.